suis ravie, enfin, on est ravis de vous accueillir ce soir pour ce webinaire autour du management et du travail hybride. Quelques mots sur ActiveAction pour commencer, pour vous expliquer pourquoi on anime ce genre de webinaire. Donc, on est une association créée en 2014 avec l'objectif de transformer les parcours professionnels en une expérience constructive. Et pour ça, on travaille avec les 4 acteurs du monde du travail, les personnes en recherche d'emploi. Donc, on développe et on anime des communautés d'entraide pour développer son potentiel pendant cette période de recherche d'emploi. Et donc, aujourd'hui, il y a plus de 17 000, 19 000 même personnes qui ont participé à nos ateliers dans une trentaine de villes, même dans 7 pays différents. Et on travaille également avec les acteurs publics et les structures d'accompagnement vers l'emploi, les structures d'insertion, et également avec les entreprises qui sont visionnaires et humanistes et qui veulent co-construire avec nous le monde du travail de demain, un monde du travail plus inclusif et durable. Et donc, pour ce faire, on propose assez régulièrement des événements de ce type, des événements inspirants, en tout cas, je l'espère, comme des webinaires, des déjeuners, etc., sur des thématiques liées au recrutement et au management. Et également des ateliers de co-développement, de co-apprentissage pour qu'on puisse partager un peu plus en détail sur vos problématiques du quotidien et s'entraider à trouver des pistes d'action communes. On propose également des formations et des accompagnements pour vous aider dans vos structures à avancer sur ces sujets-là. Donc, j'en parlerai un peu à la fin et on en parlera plus dans le compte rendu. Donc, voilà un peu pour expliquer qui est ActiveAction et pourquoi on propose ces thématiques. Et donc, ce soir, on va parler du travail et du management hybride. Donc, peut-être que c'est un terme que vous ne connaissiez pas comme moi. Il y a quelques semaines, je suis tombée un peu par hasard sur ce thème, alors qu'il n'est pas nouveau. Et donc, du coup, l'idée de cette thématique, pourquoi on a souhaité parler de cette thématique, c'est comme vous le savez, je ne vous apprends rien, depuis plus d'1 an maintenant, on est passé sur un mode de travail beaucoup en télétravail, voire 100% en télétravail pendant la crise du Covid. Et puis maintenant, il se pose la question de comment ce télétravail, ce travail au bureau se réorganise. Et bon nombre d'entreprises ont décidé de se dire finalement, on n'a pas envie de retourner sur un mode tout 100% au bureau et plutôt de répartir le temps de travail entre le domicile et le bureau, voire des espaces de coworking. On en parlera aussi aujourd'hui. Donc, on voit apparaître ces nouvelles formes d'organisation et il s'agit de penser et d'organiser cette nouvelle façon de travailler. Je lisais il y a peu qu'il y a un baromètre qui est sorti sur l'impact de la crise sanitaire sur la santé psychologique des salariés qui a été réalisé par OpinionWay. Et pour la France, il y a des chiffres assez alarmants sur le nombre de burn-out qui ont doublé justement pendant cette crise parce que liés au télétravail, liés à l'hyperconnexion, etc. Même 2 millions de personnes apparemment ont vécu les burn-out. Et ce qui était intéressant, je trouvais, d'où cette thématique et d'où la présence aussi d'Élodie qui a un rôle de directrice de structure et de management, c'est qu'en moyenne, les managers sont touchés à 1,5 fois plus touchés que les collaborateurs. Donc voilà, il y a aussi comment on prend en compte la santé mentale des managers. Du coup, voilà, quels sont les défis des managers dans cette nouvelle organisation du travail? Comment se transforme leur rôle? Comment animer des équipes hybrides qui sont à la fois en télétravail et en présentiel de manière efficace et limiter cette charge mentale? Voilà, c'est des questions auxquelles on va essayer de répondre avec Élodie ce soir. On pourra en parler, je pense, pendant 3 heures. On va essayer en 45 minutes, 1 heure de parcourir de manière transversale ces sujets-là. Et puis, comme je le dis pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat parce qu'on pourra aussi y répondre, prendre un temps de réponse à vos questions que vous posez et auxquelles on n'aura peut-être pas répondu. On va aborder 5 grands thèmes lors de ce webinaire. Le premier thème, ça va être autour du cadre. Comment garantir un cadre clair, sécurisant, motivant, équitable sur ce travail hybride. Le deuxième thème, ce sera autour plutôt de l'animation des équipes et des individus. Comment communiquer, collaborer à distance, quelle est la place aussi du contrôle dans cette nouvelle organisation. Troisième pilier, ce sera autour de la culture et de la cohésion d'équipe. Comment créer une culture commune à distance et développer le sentiment d'appartenance. Quatrième pilier, la posture et les compétences. Comment capter les signaux faibles, créer de la confiance, quelles sont les compétences clés pour réussir dans cette transformation. Et enfin, j'en parlais un peu en introduction sur la charge mentale. Comment garantir une bonne qualité de vie au travail pour soi en tant que manager, mais aussi pour ses équipes. J'ai déjà beaucoup parlé, je vais donner aussi la parole à Élodie. Donc Élodie Tesson, qui est architecte d'organisation chez Insit. Et juste avant que tu nous en dises un peu plus, je t'ai demandé de me partager des phrases qui te représentent, 2 choses qui te représentent. Et donc, tu m'as dit que depuis toute petite, tu es passionnée par le sport, les ballons, les balles et les troisièmes mi-temps. Ça fait partie de tes compétences et que ta spécialité, sans hésiter, c'est le saumon gravlax. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es et quelle est ta fonction au sein du groupe?
Déjà, merci Pauline et merci à Active Action d'avoir pensé à nous. Donc, je suis Elodie Tesson, je suis architecte d'organisation chez INSIT. INSIT, c'est une jeune structure qui a 3 ans aujourd'hui, qui est une association qui a pour mission de venir en soutien des initiatives rurales et de venir accompagner des porteurs de projets et des collectivités en milieu rural avec 2 dispositifs et 2 concepts particuliers. Le premier, c'est l'Erasmus rural, dans lequel on mobilise pendant 6 mois 2 jeunes volontaires qui vont s'installer au cœur du village pour développer des projets sociaux, intergénérationnels autour des questions d'environnement, de développement durable et de culture et de patrimoine dans les villages avec les habitants. Et puis l'autre dispositif qu'on mène aujourd'hui, il s'appelle Artisans d'idées et il a pour objectif de fédérer cette communauté d'acteurs qui intervient aujourd'hui en ruralité, soit par le biais des actions et des villages avec lesquels on travaille, mais aussi il y a de plus en plus d'acteurs qui interviennent en ruralité et qui le font depuis des années. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'il se passe énormément de choses innovantes en ruralité, mais qu'on n'est pas très au courant parce qu'on en parle peu et que ça se fait donc dans le plus grand anonymat et la plupart du temps avec très peu de moyens. Donc, c'est un peu autour de ces 2 constats-là qu'il y a 3 ans, avec Thibaut, qui est président chez Insit, on a voulu créer ce dispositif à la fois pour venir soutenir ces initiatives et créer aussi une structure un peu différente. Et c'est aussi pour ça qu'on est, à mon avis, aujourd'hui là pour en parler. On a voulu aussi un modèle associatif un peu différent, dont on parlera tout à l'heure, qui s'inspire de certains modèles Opal. Et pour vous en dire un peu plus sur moi, oui, je suis passionnée de sport depuis que je suis petite. Ça fait partie aussi, je pense, du manager que je suis. C'était aussi un élément important pour moi à donner dans le côté un peu fédérateur. Et puis le côté de la convivialité qui est à la fois dans ma vie perso, mais aussi dans mon travail, parce que travailler en ruralité, c'est aussi beaucoup de convivialité. Merci Elodie. Et tu peux nous en dire un peu plus sur ta fonction que tu dis Sur mon poste, oui. architecte d'organisation. Je trouve ça assez interpellant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, quand on a créé une site, c'était une structure neuve, sans rien, et ma fonction réelle au sein de l'organisation, c'est de la construire. C'est d'en construire les modalités de gouvernance, les métiers, de construire aussi la partie finance, la partie fonctionnement, les rouages. Et le poste de direction, il voulait tout et rien dire. Il est rassurant pour les partenaires avec lesquels on travaille, mais ma fonction réelle, c'est un peu comme celle d'un architecte. C'est de faire des plans, c'est de construire, c'est de tester, d'essayer et de le faire avec les équipes et d'arriver à, en tout cas, créer les meilleures conditions possibles pour que les équipes puissent révéler tout leur potentiel. Donc, c'est vraiment ma fonction et d'accompagnement de l'organisation et des individus au sein de l'organisation. Merci Elodie pour cette précision. Et du coup, ça me permet de faire aussi le lien avec le vocabulaire qu'on va utiliser ce soir pour faire court et simple. Je parlerai souvent de manager et de collaborateur. Mais bien sûr, peut-être que vous utilisez d'autres vocabulaires au sein de vos structures, comme là, on peut le voir, référent d'équipe, animateur d'équipe, chef de projet, coéquipier, etc. Ben voilà. Donc, pour faire simple, on va utiliser manager et collaborateur, mais je suis sûre qu'il y a des innovations aussi à trouver sur cette nomenclature. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, donc si on aborde le premier pilier de ce soir par rapport à ce sujet de management hybride, un des premiers défis qui ressort, c'est la notion de cadre. Comment créer un cadre qui soit clair, sécurisant, motivant, équitable. On se rend compte que le manager doit être partout en même temps. Il doit à la fois porter le cadre managérial, mais aussi tout en étant au plus près de ses collaborateurs. Il doit être omniprésent, mais aussi, voilà, il faut faire attention à son risque d'épuisement par la multiplication des tâches. Et notamment, c'est encore plus vrai dans cette notion de présentiel, distanciel, parce qu'il y a d'autres problématiques qui émergent. Et donc, poser le cadre de son équipe, de sa structure, le cadre managérial, de manière à simplifier aussi les missions des managers, pour se concentrer sur la gestion d'équipe, semble essentiel, important. Au sein d'Insit, est-ce qu'il y a un cadre qui est fixé, des règles? Comment vous les avez fixées, s'il y en a? Oui, il y en a. Alors, on a travaillé de manière collective avec l'équipe un cadre commun. Ça se fait par le biais on a choisi d'avoir un modèle d'organisation qui est inspiré des modèles Opal, qui sont des modèles de co-responsabilité, d'autogouvernance, qui prônent des principes d'authenticité et de fonctionnement partagé. Donc, on a travaillé à faire ressortir des valeurs de ce cadre-là. Donc, on en a 3 qui sont fondamentales chez nous. C'est la question de la bienveillance,
la question de la gentillesse, et ce n'est pas un mot galvaudé, en tout cas dans notre bouche, celui de la gentillesse, et la question de la confiance. C'est les trois prérequis, en tout cas qu'on a co-construit avec l'équipe et qu'on porte, qui est le cadre de départ. Et puis ensuite, par rapport à ça, nous, on a une spécificité. On a pu aussi se déployer dans plusieurs endroits en France en simultané, grâce au principe du management, enfin en tout cas des structures un peu hybrides, puisqu'on a des équipes en Occitanie, en PACA, en Corse, en Normandie. Moi, je vis à Albi et on ne se voit pas tous les jours. Et ce cadre-là, c'était de se dire aujourd'hui comment on arrive à trouver des espaces de travail qui sont flexibles, qui nous permettent de gagner du temps entre notre domicile et notre travail et nos différents lieux. Et pour ça, on a réfléchi à plusieurs modalités. Donc, on a à la fois recours à des coworking. On n'a pas de bureau chez InSite, aucun bureau. Si on en a, c'est par le biais de coworking. Nos deuxièmes bureaux, c'est nos villages. C'est le temps où on va sur le territoire et sur ces villages-là. Et puis, une partie en télétravail, majoritairement. Et puis, une rotation toutes les 6-8 semaines en présentiel. Et c'est ce cadre-là qui, pour nous permettait de pouvoir à chacun choisir les meilleures modalités qui lui convenaient pour mener à bien ses missions sur son territoire de vie. Merci Elodie. Et justement, là, tu as parlé des différents lieux, etc., et de ce que vous avez mis en place. Comment vous gérez aussi un peu cette double injonction de se dire il y a à la fois un cadre qui est clair et qui est équilibré, équitable pour tous, et en même temps, il y a peut-être des besoins individuels, justement, d'adaptation de ce cadre à des besoins d'organisation de temps de travail. Comment vous gérez ça? Comment toi, tu gères ça? Alors, on a des gens pour lesquels le fait d'avoir un peu tout libre, c'est hyper rassurant pour eux et c'est une vraie liberté. Et pour d'autres, c'est très insécurisant. Alors, il y a deux choses. On a essayé de recruter des collaborateurs aujourd'hui qui sont dans cette veine-là et qui aiment cette autonomie-là de travail. Après, on a une charte de télétravail aussi qui permet, étant dans les outils numériques, de déconnexion et d'autres, de pouvoir avoir un cadre. Et puis après, on a aussi des outils de suivi d'horaire assez classiques qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir comptabiliser des différentes activités qu'on peut mener, qu'elles soient en télétravail, qu'elles soient sur un village ou en déplacement. Et puis après, pour nous, l'idée, c'est toujours un équilibre et une balance entre ce que ça nous fait gagner en termes de flexibilité, de qualité de travail et de concentration, et la capacité à aussi et le besoin de se voir pour éviter vraiment les questions d'isolement qui sont souvent le plus compliqué à gérer quand on a des périodes de suractivité au travail. Donc, on a plutôt mis pour nous des rotations à se voir, c'est-à-dire des temps de respiration qui sont nécessaires toutes les 6-8 semaines où on se voit tous pendant 3 jours, ce qui nous permet d'avoir des feuilles de route, de stabiliser aussi ce modèle-là qui est un peu le cadre et l'équilibre entre on a du temps où on est dans des coworking ou en télétravail. Et puis, on essaye de regrouper aussi les salariés quand c'est possible. Par exemple, à Toulouse, on a plusieurs collaborateurs qui sont à Toulouse, donc qui peuvent se voir 1 à 2 fois par semaine en physique. Et puis, par région, on a aussi une dynamique et une animation d'équipe qui permet de se voir 1 fois ou 2 fois par mois sur une journée complète de travail, vraiment sur du contenu de projet et qui permet de partager aussi tout l'avantage aussi du présentiel. Merci Elodie. Justement, par rapport à ce cadre aussi, on peut voir qu'il évolue. Par exemple, là, il y a quelques mois, on était obligé d'être à 100% en télétravail. Aujourd'hui, on voit le retour au bureau, en présentiel, etc. Comment ça se passe, l'évolution de ce cadre, et notamment comment ça se passe, le retour au bureau, comment c'est perçu, comment vous accueillez ça? C'est assez paradoxal comme sentiment. À la fois, on est content et à la fois, c'est compliqué de ressortir d'un usage qui a été long. La période du Covid, elle instaure un usage long et donc elle change fondamentalement notre pratique. Nous, on avait déjà en plus une partie très hybride donc, dans laquelle on était déjà habitué, donc on a gagné du temps à être à la maison. Mais ça a instauré aussi quelque chose où c'est assez compliqué de pouvoir se dire, allez, tiens, une journée, je vais à tel endroit. Je pense que ça a vraiment changé les comportements. Aujourd'hui, on est plus à vraiment organiser et à trouver une règle un peu plus commune, de se dire il faut absolument qu'une fois par mois on se voit et ça doit faire partie de la règle. Alors qu'avant, c'était plus des précaux pour fonctionner. Là, on sent qu'on a le besoin de réorganiser le fait de se voir, de réorganiser aussi à minima le fait
d'aller dans des espaces ou de retourner au bureau parce que naturellement, on s'était habitué à ne pas le faire et qu'à un moment donné, ça crée aussi de la distance et qu'il y avait nécessité à réorganiser des choses qui étaient assez naturelles chez nous auparavant. Merci, merci Elodie. Du coup, à chaque fois qu'on va aborder une thématique, on essaye aussi de transmettre des outils un peu concrets. Alors même si là, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, ça sera justement l'objet de l'atelier de co-apprentissage qui va suivre ce webinaire. Mais là, dans les outils dont tu parles, Elodie, il y a la charte globale des valeurs dont tu as évoqué tout à l'heure, la charte du télétravail, qui peuvent être des outils en tout cas qui permettent de fixer le cadre et un cadre clair et le même pour tous. Si on passe, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on prendra un temps de réponse tout à l'heure. Là, on a parlé du cadre. Quelque chose qui semble aussi essentiel, c'est une question qui ressort, un défi qui ressort, c'est le management pur de ces équipes et des individus à distance et en présentiel. Les défis seront comment on communique à distance, comment on collabore à distance, et aussi cette notion de contrôle par rapport à la confiance et comment on accompagne l'autonomie de personnes qui sont peut-être j'allais dire, isolés dans leur territoire, qui travaillent de leur côté, et du coup, comment on reboucle ça avec le travail collectif. Comment toi, tu fais pour créer un cadre de confiance, du coup, avec tes équipes, que ce soit à distance ou en présentiel? Il y a plusieurs choses pour nous. On a à la fois des outils de reporting qui nous permettent de suivre l'activité simplement et on a aussi travaillé. Alors, de départ, hein, pour revenir rapidement sur le modèle Opal, il y a une partie vraiment assez forte sur la question de la confiance. Pour nous, c'est pas, elle se gagne pas, elle est de fait. Donc, c'est aussi un discours qu'on a, nous, de manière dès le départ avec les individus pour que ça rassure et que la distance elle ne crée pas, en tout cas, de confusion autour de ces questions de confiance. Et puis après, on a mis en place des outils. Donc, on a un CRM qui nous permet aujourd'hui de suivre l'ensemble de l'activité projet qui est menée, qui est à la fois un outil de process pour les équipes et qui est un outil quotidien et qui nous permet à nous aussi de pouvoir voir l'évolution de l'activité sans être obligé d'être dans un rapport de contrôle et de demande, puisqu'on a accès à des tableaux de bord journaliers ou autres de l'activité qui s'y mène. Et je trouve que ça change le rapport à ce qu'on a l'habitude dans ce que peut être le contrôle et de la manière dont il peut être perçu, et encore plus perçu quand on est en distance. C'est souvent compliqué quand c'est très différent quand si on se demande à la machine à café, au fait, on a combien de villages en ce moment accompagnés, que d'envoyer un mail de combien il y a de villages à échanger. Donc, le fait d'avoir des outils qui donnent déjà un minimum de réponses, je trouve que ça permet d'enrichir cette confiance-là et de ne pas être dans ce rapport de contrôle. Et puis ensuite, après, on a aussi différents outils collaboratifs de travail qui permettent aussi de continuer à construire ensemble. La confiance, elle se crée aussi, en tout cas dans la perception que nous, on en a, par le fait de travailler régulièrement ensemble, de travailler sur des objets communs. Donc, on a des outils collaboratifs de travail qui sont assez basiques, hein. On va utiliser Miro, Klaxoon, qui nous permettent de travailler en même temps, comme si on était autour d'une table ensemble. Donc, ça recrée de la proximité et ça permet aussi de ne pas se distancier du projet. Et puis ensuite, on a un réseau social d'entreprise, enfin de structure, hein, qui s'appelle Slack, qui est assez connu, mais qui permet aussi de recréer de la proximité et qui permet aussi de pouvoir avoir un échange très régulier ensemble et qui aussi contribue, je pense, aux éléments qui sont très fortement liés à la confiance, c'est-à-dire d'avoir de l'information, en fait, ça se fait aussi par rapport à ça. Donc l'ensemble de ces outils aussi collaboratifs, numériques, nous permettent de savoir un peu ce que chacun fait, parce que c'est aussi ça, des agendas partagés. On a énormément d'outils aujourd'hui qu'on a structurés et qui nous permettent, en tout cas, de pouvoir mener nos projets à distance, de pouvoir les suivre, de pouvoir y contribuer, et peu importe les métiers de la structure. Dans ce que tu dis, je retiens du coup finalement un peu le changement qu'il peut y avoir entre 100% en présentiel et ce travail hybride. C'est que finalement, l'information, c'est les collaborateurs, les équipes qui la font remonter à travers des outils collaboratifs, à travers des agendas partagés, à travers des outils de reporting. Bon, c'est aussi des outils qu'ils peuvent utiliser quand on est en présentiel, mais du coup, là, il y a un peu un changement de posture où c'est pas forcément toi qui vas chercher l'info, mais l'info qui est aussi partagée dans l'autre sens. De ce que je comprends. Oui, tout à fait. Enfin, je pense que pour un manager, c'est aussi confortable de ne pas avoir le besoin d'aller chercher l'information.
On a, nous, besoin d'informations régulières, tant pour le reporting de l'activité projet, et ça peut être parfois stressant de ne pas avoir l'info, de se demander où on en est, et le fait d'avoir des outils de régulation et d'information en feedback régulier, je trouve que c'est, dans tous les cas, en tout cas pour nous aujourd'hui, un vrai outil de fonctionnement et surtout de qualité, tant vers l'extérieur que nous en interne et dans les relations qu'on peut avoir les uns envers les autres. Et l'avantage aussi de ces outils numériques-là, c'est qu'ils permettent aussi, on a un gestionnaire de tâches qui nous permet aussi de répartir les tâches. On s'est mis d'accord aussi sur les usages de ces différents outils. Donc, c'est aussi un travail collectif de comment on arrive à recréer des choses ensemble. Je prends un exemple très concret. Donc, on a une application de gestionnaire de tâches qui s'appelle Asana, qui est assez simple, dans lequel ça signe des tâches. On a réfléchi ensemble de est-ce que si moi, je t'assigne une tâche directement dedans en mettant ton nom, est-ce que c'est bien perçu? Parce que ça peut être aussi ultra intrusif et selon la manière dont on écrit la tâche, ce que ça peut induire chez l'autre. Donc, on a aussi beaucoup travaillé sur la manière dont on communiquait entre nous, ce qu'on s'autorisait à faire, ce qu'on ne s'autorisait pas à faire et ce que ça voulait dire, et ce que ça pouvait signifier. Et là aussi, avec à chacun des perceptions de chacun un peu différentes. Mais je pense que c'est aussi de retrouver les bons réflexes et les bonnes notions pour garantir une gestion de projet réussie. Il y a des étapes clés qui sont indispensables, dans lesquelles on s'est mis d'accord. Et puis après, on s'est mis d'accord sur comment on arrive à les mettre en place en étant à distance. Et donc, en réapprenant à avoir d'autres usages et d'autres manières de communiquer ensemble. C'est intéressant ce que tu dis sur la communication par rapport à ces outils numériques, sur justement, tu t'attribues une tâche, etc. Ça a été quoi, du coup, les retours quand vous avez abordé ces sujets-là? Ça a été quoi, peut-être les freins perçus ou la perception de… Il y en a pour lesquels c'est très intrusif, de me dire non mais attends, tu m'assignes une tâche, moi je sais pas, enfin en plus Asana permet de mettre un calendrier, donc il y a plein d'infos, alors que par exemple pour moi je me dis ah non mais c'est super, je veux surtout pas oublier, donc je le mets là et puis après on en reparle. Donc on a plus ou moins codé des choses en se disant bon sur l'assignation on met un petit message sur Slack pour expliquer ce que ça va être. Je t'ai assigné tel truc, il faudra qu'on en reparle, et ce qui permet en tout cas sur des usages, de les faciliter et surtout d'éviter les incompréhensions ou des sentiments un peu d'ingérence qu'il peut y avoir dans des projets et dans des suivis. Et puis à l'inverse, c'est aussi hyper facilitant quand sur une revue de projet, on sait qu'il y a plusieurs tâches qui fallait être faites et d'avoir des alertes qui disent ça a été fait, ça a été fait, ça a été fait, et pas par moi, par d'autres collaborateurs. Et ça me permet, moi, d'avoir des visions et des feedbacks très réguliers, de me dire ok, je vais pas lui envoyer un mail pour savoir, ou on va pas s'appeler, savoir si c'est ok, j'ai vu que c'était ok. Donc, je trouve que c'est aussi, ça permet d'aller plus vite sur des choses, mais il faut apprendre à se reparler différemment. Et justement, est-ce qu'il y a eu d'autres freins à la mise en place de ces outils, de ces usages quand vous êtes passé Il y en a souvent plusieurs. Il y a la multiplicité des outils. C'est souvent le plus compliqué en disant on a un Slack. Alors, tout le monde n'utilise pas le gestionnaire de tâches avec le même degré individuel collectif. Les agendas partagés, oui. Enfin, il y a à la fois des outils qui font un consensus énorme. Je prends l'exemple des agendas partagés et du Drive, qui de fait sont assez naturels dans un fonctionnement collectif à distance, et puis d'autres qui viennent plus toucher à la pratique individuelle et personnelle de chacun. Et c'est souvent ces outils-là qui frottent. Parce qu'il y a des gens qui vont gérer leurs tâches, pas du tout numériquement, mais plutôt en papier, avec à checker leur liste, et où là, on a vraiment des modes de fonctionnement qui sont très différents. Donc, on a dû faire des choix sur, ça, ok, ça appartient à chacun. Par contre, pour bien suivre le projet collectivement, là, c'est des impondérables, on n'a pas le choix. Donc, on doit tous le faire. Je prends l'exemple du CRM, par exemple, sur le suivi des projets, sur le choix des thématiques, le choix des codages et tout ça. Il y a des choses qui étaient de l'ordre de l'obligatoire et de l'autre qui étaient des outils qui étaient conseillés mais non utilisés. Mais dans le frein, c'est vraiment l'usage de chacun et le sentiment parfois de perdre, d'avoir trop de choses et de plus savoir quoi utiliser comme mode outil. Super, merci. Pour ceux qui nous écoutent, on parle beaucoup d'outils. Tu en as nommé un certain nombre. On vous le mettra dans le compte-rendu. L'objectif, c'est pas de creuser là chaque outil parce que c'est pas le but de ce webinaire, mais on vous mettra dans le compte-rendu le lien si ça vous intéresse d'aller creuser un peu ces outils de collaboration à distance.
pour rajouter un outil, mais un peu moins digital, plus sur cet aspect de management et en lien avec le cadre. On a un outil que nous, on transmet aussi dans nos formations et qu'on utilise en ActiveAction, qui est le cadre de travail, le cadre de management, qu'on fait remplir dès qu'une personne arrive dans notre équipe et qui va travailler avec nous. On le remplit, nous, en tant que manager, et on le fait remplir aux personnes du coup de l'équipe, qui va comporter c'est quoi les opportunités pour toi de travailler avec nous, c'est quoi les limites que tu ne veux pas qu'on dépasse, c'est quoi tes besoins et quels vont être les changements aussi au quotidien de rejoindre ActiveAction. Et du coup, ce cadre lui permet de fixer son cadre au niveau plus individuel, là, du coup, sur comment on va travailler ensemble et c'est quoi nos besoins respectifs pour qu'on puisse trouver une façon de travailler qui est pertinente. Et puis, ce cadre, il va évoluer au sein de la relation. On va le mettre à jour assez régulièrement s'il y a des choses à rajouter. Donc, voilà, c'est un outil aussi en plus qui peut permettre à distance comme en présentiel de fixer les règles de travail en commun. Le troisième pilier que je voulais aborder, c'est tout ce qui tourne autour des défis liés à la transmission de la culture, de structure, d'organisation et à la cohésion. Comment on crée une culture commune quand on est à la fois à distance, en présentiel. On se rend compte que il peut y avoir la difficulté de temps en temps de maintenir la cohésion d'équipe et on va dire l'efficience relationnelle dans un dispositif à la fois en présentiel où tout le monde n'est pas forcément se voit, il y en a qui se voient, il y en a qui ne se voient pas, et donc qui peut générer des relations assez asymétriques. J'ai vu une étude qui a été faite en 2001 qui montre que les collaborateurs se sentent souvent isolés, oubliés, voire exclus, et se sentent du coup moins impliqués, peut-être plus stressés quand il y a moins de relations avec ses collègues. Et du coup, le manager a pour mission d'aller essayer de favoriser cette cohésion. Tu me parlais quand on a préparé le webinaire de l'importance de formaliser l'informel. Qu'est-ce que tu entends par là et comment tu fais ? Moi, en distanciel, ce qui me manque le plus, c'est l'informel, parce que c'est ce qui fait les relations humaines, les interstices, en tout cas, dans lesquels on travaille ensemble. Et c'est là où se construit la culture, le fait de bien se connaître. Donc, on a essayé de formaliser d'essayer de formaliser une partie de ce qui se dit en informel. L'informel, c'est aussi apprendre à se connaître. Donc, on a des outils quand on arrive et d'intégration, mais aussi réguliers pour apprendre à mieux se connaître, nous individuellement et collectivement par rapport aux autres. Donc, ça se passe par des petits jeux à remplir. Ça passe aussi par pas des tests de personnalité, mais des tests MBTI ou autres pour permettre à chacun de voir un peu dans l'équipe quelles sont un peu les particularités qu'on peut avoir à la fois en termes de caractère, de fonctionnement. On essaye de partager aussi, donc on a un brief du lundi, on en reparlera tout à l'heure je pense, mais dans lequel on a une première partie où on essaye d'avoir un petit jeu collectif qui va du blind test aux résultats de match à des choses très diverses et variées qui sont auto-organisées et on a un roulement par rapport à ça, à la fois pour créer d'autres discussions que celles du travail, pour créer aussi des moments de convivialité et des moments où on rigole. Parce que quand on est tous derrière un PC, ce n'est pas forcément simple quand on se voit pour une réunion une thématique. Et puis après, c'est comment, dans les moments où on se voit en présentiel, on laisse vraiment une part à l'informel et auquel cas, je prends un exemple très concret, toutes les 6-8 semaines, on se retrouve. La première journée, il n'y a aucun temps de travail de planifier. C'est une journée qui est dédiée juste au fait d'être ensemble et à vraiment essayer de compenser cet informel-là qu'on n'a pas tout le temps parce qu'on est en distanciel. On passe juste la journée ensemble pour savoir comment on va se balader, on va faire une activité en commune qui va de découvrir la manière dont on fabrique l'huile d'olive à une visite de brasseur, à une activité sportive, à la découverte d'un nouveau village. Mais parce que je pense que c'est aussi ce qui crée la question du passage du groupe à l'équipe, c'est aussi avoir des histoires, des récits communs. Et donc, on essaye, en tout cas dans l'organisation, à ce que ça fasse partie intégrante de notre organisation sur ça. Super. Et justement, tu parles de passer d'un groupe à une équipe. Comment est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques quand on ne se voit pas forcément en vrai? Comment transmettre cette culture commune? Donc là, tu as donné déjà des exemples. Est-ce que tu as des freins, des choses aussi que tu as testées qui ne marchent pas ou qui n'ont pas marché, en tout cas dans le cadre d'une site, parce que chaque structure est différente,
tu aurais envie de partager? Par exemple, on avait testé de faire des pauses café en se disant à telle heure, on se met un mot sur Slack et on fait une pause café ensemble. Ça n'a jamais marché. Je pense qu'on a essayé de le faire une ou deux fois, mais je pense que ça n'a pas forcément marché, en tout cas pour tout le monde. Alors que c'est plutôt bien des fois d'avoir une coupure ou de faire ce genre de choses. Après, plus sur la partie passer du groupe à l'équipe, je pense que dans le principe du système Opal, il y a un des piliers du modèle, c'est la question de l'authenticité. Ça fait partie aussi intégrante de quand on arrive chez une site, on sait que on est aussi ce qu'on est nous dans l'ensemble, que ce soit sur nos compétences professionnelles, mais aussi personnelles et relationnelles. Et donc, on a pas mal de temps de travail sur lesquels on partage aussi ça et ce qu'on est. Et je pense que ça aide et à mieux se connaître, et individuellement et collectivement. Et je pense qu'on s'autorise à partager plein de choses et à partager aussi ce qui ne va pas, et professionnellement, et quand des fois on arrive et que c'est pas la grande forme. Et je pense que ça permet aussi à chacun de pouvoir évoluer de manière plus libre au sein de l'organisation et en tout cas de démultiplier, je pense, le principe de solidarité qui existe assez fortement, en tout cas, je crois, au sein d'Insit, sur il y a une galère, on sait qu'on est rarement seul parce qu'on a aussi créé ça, cette culture-là de l'habitude de se dire s'il y a n'importe quoi, on est une équipe et on est vraiment une équipe. Et puis on a travaillé aussi sur ce que ça signifiait pour nous, de se dire est-ce qu'on est vraiment une équipe, qu'est-ce que ça veut dire, et auquel cas, quelle place on a chacun dans cette équipe-là, et apprendre aussi à se dire qu'on est différent. On a tous des rôles et on a tous des tempéraments chez une type très différents, à la fois des gens qui aiment beaucoup parler, un peu trop, un peu comme moi, qui sont très bavardes, et des gens qui sont beaucoup plus réservés. Et je pense que de le savoir et de se comprendre, ça aide aussi, je pense, à avancer ensemble et à chacun, même si tout le monde est très différent, de se dire qu'on fait partie de la même équipe et de la même entité, et que c'est pas grave d'être différent. Mmh. Il y a une question, effectivement, c'est un point important qu'on n'a pas précisé. Vous êtes combien chez INSIT? Une douzaine? On est une petite équipe. On est passé de 2 à 12 en 2 ans et demi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, encore une fois, je le répète, tout ce qu'on partage là n'est pas forcément calcable tel quel dans toute organisation. Je pense que chaque organisation doit trouver ses propres fonctionnements. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire dans une équipe d'une douzaine, dizaine, vingtaine de personnes, des choses qui peuvent, en tout cas que toi, tu as expérimenté, qui fonctionnent. Ce qu'on m'avait transmis et que je trouve important aussi dans ces notions de transmission de culture commune, comment aussi la culture, on peut transformer la culture selon l'évolution de la structure. Ce qui est intéressant, c'est de se dire pour transmettre une culture, on peut agir sur 3 leviers. L'aspect vraiment structurel, donc là, c'est plutôt le format juridique, la taille. Donc, tu vois, tu nous as parlé de l'aspect d'un format sous format d'entreprise Opal, etc. Ça peut aussi être le deuxième levier, c'est agir sur les systèmes, les process, les outils, etc. Et le troisième levier, agir sur les compétences. Donc, c'est assez intéressant à retenir, c'est que si vous avez ces enjeux de transmission de culture en interne, parce que votre organisation évolue, vous pouvez agir sur ces 3 leviers, soit à la fois, mais peut-être commencer par un, puis l'autre. Voilà, de se dire qu'est-ce qu'on peut changer dans nos process et nos systèmes, ou qu'est-ce qu'on peut changer en termes de transmission de compétences, ou dans notre structure. Pourquoi pas changer un peu de forme juridique ou de taille, de s'organiser en mode projet, par exemple, etc. Dans cet aspect de système, process, outils, tu parlais, je crois que tu m'en parlais quand on préparait le webinaire sur l'aspect aussi intégration, de travailler comme ça en format étude. L'intégration dans l'équipe est aussi différente. Est-ce que tu as un exemple de ce que vous mettez en place qui peut favoriser pour les nouveaux arrivants de comprendre rapidement là où ils mettent les pieds et la culture commune? Nous, l'intégration, elle se joue déjà au recrutement. C'est-à-dire que dès la phase de recrutement, on parle de ce qu'est une site et de la manière dont on travaille. Pour nous, c'est important que les gens nous choisissent autant qu'on les choisisse, parce que notre système est différent. En tout cas, on veut qu'il s'incarne un peu différemment. Donc, ça part de là. Et puis après, l'intégration, ça dure environ 15 jours, dans une quinzaine qui est assez rythmée, qui va, quand on arrive à le faire, et maintenant on essaye de l'organiser, d'organiser les arrivées avec ça, avec ce qu'on appelle le temps de 6-8 semaines, là, qui s'appelle la copé. La coopération, c'est le temps où on se retrouve tous pendant 3-4 jours pour partager des feuilles de route, que la personne, elle arrive avec du présentiel, et ensuite qu'on travaille à transférer l'ensemble des process. Et donc là, il y a une quinzaine avec plein de temps de travail qui sont organisés,
spécifiques sur c'est quoi le modèle Opal et comment il s'incarne chez nous, quels sont les outils pour le faire vivre et l'animer, quels sont les process métiers, quels sont tout l'ensemble des outils numériques et les tutoriels qui vont avec. Toute la question du onboarding, elle est essentielle, à la fois pour que la personne elle ait l'ensemble des outils pour pouvoir fonctionner à distance, mais aussi pour bien comprendre comment les choses s'imbriquent et comment l'ensemble de ces outils-là, ils sont faits pour faciliter un maximum la pratique professionnelle, l'échange professionnel. Et puis, l'idée, c'est aussi d'amener à tester, amener à expérimenter ça et le faire avec la personne. Donc, il y a tout un temps qui est organisé avec les différents collaborateurs sur ces spécificités-là qui vont du digital à la manière dont on fonctionne et aux différents process et modèles d'organisation qu'on peut avoir avec l'ensemble des éléments de réunion qui rythment un petit peu notre travail qui va de temps hebdomadaire à des temps qui sont plus une fois par mois et à des temps réguliers en présentiel. Et ce schéma d'animation, il est aussi présenté pour montrer un petit peu comment on imagine cette balance-là. On en parlait tout à l'heure entre le présentiel et le distanciel. Et donc, c'est que la personne elle ait une vraie vision de comment ça va se passer et qu'est-ce qu'on met à disposition pour faire en sorte que ça se passe au mieux, tant dans l'appropriation des outils que dans leur rôle et dans leurs usages et dans les usages qu'on a définis. Tout ça, mine de rien, ça demande aussi, en tant que manager, mais même membre d'une équipe, peut-être de développer de nouvelles compétences et de nouvelles postures. Et notamment en tant que manager, de capter ce qu'on appelle des signaux faibles, des choses qu'on voit quand on est en présentiel avec des personnes, qu'on ne voit peut-être moins à distance, qu'on peut capter. Ça peut être sentir que quelqu'un va peut-être pas très bien, ça peut être, je sais pas, sentir le stress, ça peut être aussi au contraire voir que des personnes s'éclatent dans tel domaine et du coup peut-être plus axer les démissions là-dessus. Et puis des besoins, on peut capter des besoins qui émergent, voilà, des signaux faibles. Et puis c'est pour créer de la confiance aussi, c'est le présentiel peut être bien, on se voit dans un environnement, voilà, tu en parlais tout à l'heure de l'informel. Par rapport à ce côté posture et compétences, toi, quelle différence tu vois entre le rôle d'un manager qui manage une équipe 100% en présentiel et voilà, le rôle d'un manager hybride. Et c'est quoi pour toi les compétences clés? Donc, c'est quoi le rôle, la différence entre le rôle et les compétences clés essentielles pour le manager? C'est très différent. Moi, avant, j'avais managé une équipe qui était légèrement plus grosse, mais en présentiel. Donc, ça change beaucoup. Je pense qu'il y a la question de l'écoute et de la disponibilité, elles sont assez importantes, d'autant plus. Et je pense que la question de la prise d'information, de comment on va aussi chercher cette information-là, plus que quand on est juste présent là-dessus. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe de dingue avec des gens qui arrivent à créer et inventer des choses super. Et on s'est posé cette question-là en équipe, de se dire, on ne se voit pas et on a parfois besoin de pouvoir avoir un outil qui nous permette ça. Donc, le brief du lundi qu'on a organisé, il permet à tout le monde d'avoir un peu ce rôle-là de veille. Et chez nous, il n'est pas supporté que par moi, il est aussi supporté par le collectif sur comment ça se passe. Et ce brief, il a en tout cas une méthode d'animation qui est toujours la même, qui démarre par l'état d'esprit du jour, où chacun donne son état d'esprit de comment ça va, si ça va, si ça ne va pas. Donc, dans la question de comment je repère ces signaux-là, c'est un espace très clairement et qui est hebdomadaire, qui voit si les gens vont bien, si les gens sont surchargés, s'il y a un souci, si ça va super. Ça permet aussi de pouvoir fêter les victoires. Et de partager les difficultés. Donc, on a une rubrique qui s'appelle Pépite pour ce qui va plutôt bien, la pépite de la semaine, et Paupiette pour ce qui va un peu moins bien. On l'a tourné à la dérision, mais ça permet aussi de voir un petit peu ce qui marche et ce qui ne marche pas et de pouvoir aussi le partager à l'ensemble de l'équipe sur les difficultés. Et puis, on a une nouvelle rubrique qui a fait son apparition grâce à notre collègue Elsa qui gère ça de main de maître, qui s'appelle Papote et qui a pour but de recommander une personne chaque semaine et souvent un membre de l'équipe pour une bonne action qu'il a fait pour nous. Donc moi, je remercie très souvent Chloé qui travaille avec moi sur les aspects administratifs et financiers parce qu'on passe un peu notre vie ensemble. Et tout ça, je le dis en rigolant, mais ça a une fonction essentielle dans notre organisation et en tout cas, moi, ma fonction de manager, c'est celle de voir ce qui ne va pas, que ce soit ritualisé. Ça veut dire qu'on s'est tous habitués à le partager. Au départ, c'est dur de dire quand il y a un truc qui n'a pas marché. Hein. C'est compliqué parce qu'il y a quand même des rapports de choses où on se dit ah, mais tiens, est-ce que je peux vraiment dire que ce rendez-vous-là, c'est une cata.
Et je pense que on s'est acculturé collectivement à partager tous les lundis son état d'esprit. On parlait de la question de la confiance. Ça crée aussi de la confiance. On se rend compte que au départ, c'était plutôt oui, ça va, ça va pas. Et maintenant, avec le temps, on s'autorise à avoir, je pense, des états d'esprit qui sont plus personnels quand il y a des choses qui sont plus complexes. Et je trouve que c'est aussi un indicateur de confiance de l'équipe, du degré d'information qu'il peut y avoir et de partage. Et puis, ça permet vraiment la nécessité de fêter ce qui réussit. Et quand on se voit pas en physique, c'est d'autant plus important que d'arriver en termes de valorisation des équipes et du travail qui est fourni, de pouvoir mettre le doigt dessus et que ça passe pas dans un fil Slack ou que ça passe pas de manière inaperçue alors qu'on a gagné soit un appel à projet, soit on a réussi à développer une activité qui fonctionne très bien. Justement, quelle posture ou comment tu fais pour libérer la parole? Et tu parlais d'acculturation à partager, voilà, peut-être aussi ce qui ne va pas, les échecs, etc. Est-ce que tu as analysé peut-être ce qui avait permis ça dans ton équipe? Je pense que ce qui a permis ça, c'est vraiment le fait de s'être collectivement habitué à ce fonctionnement-là. C'est-à-dire qu'avec avec l'équipe, on a construit des formats d'animation. On a construit des formats qui permettent aujourd'hui d'avoir cette habitude-là et cette ritualisation-là. Et je pense que c'est aussi ça le plus important. C'est pas moi et ma posture qui dit bon voilà, il faut qu'on le fasse et moi j'ai besoin d'informations. C'est sur l'ensemble des temps de réunion, on a un protocole qui est assez identique où on démarre toujours par un petit energizer et par un petit tour d'humeur qui permet très clairement de pouvoir, au final, sans s'en rendre compte, créer une vraie habitude et un vrai usage sur cette question d'état d'esprit et sur cette question de comment ça fonctionne. Super. Pour compléter ce que tu dis, là, tu parles de points du coup hebdomadaires. On peut tester aussi, enfin avoir des formats différents et ça peut être aussi justement pour libérer la parole de personnes qui peut-être se sentent moins à l'aise à communiquer à toute l'équipe. On a un outil qu'on utilise qui sont des points d'étape trimestriels, quadrimestriels, où là on échange avec la personne, l'individu, sur un peu plus large que la mission, mais vraiment sur c'est quoi le sens du travail, de ton travail aujourd'hui, les compétences que tu souhaites développer, que tu as développées. On pose aussi des questions sur la relation qu'on a, justement, le cadre de travail. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'on continue de faire les choses pareilles? Et du coup, c'est vraiment effectivement pareil, ritualisé pour que finalement, on sait que tous les 4 mois, on a cet espace d'échange pour aussi pouvoir aborder peut-être aussi d'autres questions, que ce soit liées à son parcours professionnel, à sa mission, mais aussi plus largement à sa qualité de vie au travail, si je peux appeler ça comme ça. Une question par rapport à cette thématique des compétences. Pour toi, c'est quoi les compétences clés? Alors, on a parlé du manager, mais aussi des équipes. Les nouvelles compétences peut-être à développer pour réussir ce travail hybride. Tu as ton micro coupé. Ah, il faut que je te redonne l'autorisation. Alors, tu es où? Tu es là. Voilà, non, c'est bon. Ouais, ça y est, c'est bon. Je pense qu'il y a très clairement la capacité à pouvoir saisir des opportunités dans la manière dont on met en place les choses et accepter qu'on soit en perpétuelle évolution. Je pense que dans la manière dont on a essayé de développer et la structure, on a aussi habitué les gens à se dire et notre structure et notre métier, il est en constante évolution. Et il faut que nous, on soit préparés à se dire qu'on n'a pas d'objectif très précis, on n'a pas d'objectif précis parce qu'il y a tellement de facteurs externes qui viennent dessus qu'on doit développer une compétence chez nous pour lequel ça doit être le moins insécurisant possible, mais dans lequel on va plutôt se dire qu'on va développer par rapport à de l'opportunité et essayer de se dire aujourd'hui, il faut qu'on soit à l'aise avec le changement et avec l'évolution permanente. Donc, il y a la question de la prise de conscience sur ça. Après, la compétence, c'est très clairement être très polyvalente dans sa manière de travailler. Je pense que il y a aussi la question de l'appétence qu'on peut avoir aux outils numériques et à ce que ça implique.
Donc, il y a à la fois des compétences qu'on acquiert. Dans l'équipe, on n'a pas tous le même baromètre numérique de compétences numériques, mais c'est aussi comment on amène l'ensemble des collaborateurs à pouvoir utiliser l'ensemble du potentiel des outils qu'on met à disposition. Mais je pense qu'il y a quand même une qualité qui est celle d'avoir envie d'apprendre et de développer ses compétences et d'être prêt aussi à le faire. Il y a des fois, c'est plus complexe. Et puis après, c'est aussi, je pense, accepter que ça fasse partie de son quotidien. Alors, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question parce que je ne sais pas s'il y a des réelles compétences aujourd'hui par rapport à ça, en dehors de celle de l'adaptabilité. Mais je crois vraiment qu'il y a une prise de conscience qu'on doit avoir, et nous, managers, et pour les collaborateurs, de se dire il faut qu'on fasse de ce fonctionnement-là une vraie opportunité, un vrai plus, tout en ayant très conscience de ce qui ne fonctionne pas. Et je pense qu'une des fonctions premières, c'est celle de la transparence, enfin, de la qualité de la transparence et de l'information, et c'est de savoir se dire, là, ça ne fonctionne pas, et en tout cas, la modalité qui est mise en œuvre aujourd'hui, elle ne marche pas. Et ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, à la capacité à pouvoir se dire les choses et à pouvoir accepter que beaucoup de choses ne fonctionnent pas et accepter le droit à l'erreur et à l'expérimentation. Une des premières choses qu'on se dit et qu'on essaye de se dire chacun, c'est on a le droit de se tromper, et on va se tromper plein de fois. Mais on se doit d'expérimenter, on se doit de tester. Et plus que des compétences particulières, je pense qu'on a développé un état d'esprit aujourd'hui qui nous permet de mieux vivre ce fonctionnement-là. Oui, tout à fait. Puis ce que tu évoques là, c'est tu parles d'état d'esprit, mais ça peut aussi effectivement être faire partie des compétences, voilà, la résilience, comme tu dis, l'envie de s'améliorer, etc. Est-ce que, petite question complémentaire, tu as recruté des personnes qui avaient comment dire, ces compétences, ou en tout cas cette appétence par rapport à ce mode de travail, ou est-ce que c'est des choses que vous développez en interne? Et si oui, un exemple de comment? Je pense qu'on est des gens très honnêtes, donc on ment pas vraiment, on ment pas à l'entretien, donc on leur dit quand même ce qui ce qui les attend. Aussi parce qu'il faut que la personne, dans ses compétences, dans ses savoir-être, la question de l'isolement et à un moment donné de travailler seul, ça fait aussi partie du métier. Donc globalement, il y a ça. Après, dans les collaborateurs, on en a à la fois certains qui avaient déjà plus ou moins l'habitude de travailler à distance et pour lesquels ce n'était pas trop un problème, et d'autres pour lesquels le collectif est un manque fort, et dans lequel, et dans l'appropriation des outils numériques, on a fait de la formation, très clairement, pour vraiment utiliser le bon usage de l'outil, parce que c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne. Et puis pour d'autres, on a essayé de faire un peu de sur-mesure sur comment, dans les outils d'animation de projet, on se voit plus régulièrement. On a des points qui s'appellent des points terroirs, qui sont des points plus régionaux, qui permettent de faire du suivi de projet. Sa fonction, c'est de faire du suivi de projet, mais c'est aussi de se voir plus régulièrement et d'avoir, en tout cas dans les agendas, une fonction de régularité un peu différente. Super. Ça fait lien avec notre dernier pilier lié plutôt à la charge mentale. On en parlait tout à l'heure, la qualité de vie au travail, avec ce défi de comment aussi garantir son bien-être en tant que manager ou responsable d'une équipe, mais aussi celui de ses équipes. Il y a pas mal d'études qui montrent effectivement que le travail en télétravail ou hybride, on peut faire ressortir plusieurs problématiques comme l'hyperconnexion, on en a parlé. Il y avait une étude qui montrait que depuis la crise du Covid, les managers font environ 18 heures de visioconférence par semaine et qu'en fait, il y avait un paradoxe d'interactions qui sont à la fois trop intenses parce qu'effectivement, c'est peut-être votre cas là ce soir et je m'en excuse, mais finalement, vous nous voyez en gros plan pendant 1 heure et donc du coup, des fois, ça peut être, surtout en fin de journée, un peu intense et à la fois des interactions qui peuvent être pauvres parce qu'on n'a pas, comme on disait tout à l'heure, tous les signaux non verbaux. On en a quelques-uns, mais des fois un peu moins qu'en présentiel. Donc voilà, il y a ce côté de fatigue numérique. Il y a aussi l'hypersollicitation managériale, on en parlait tout à l'heure, sur ce côté où en tant que manager, on doit faire ce qu'on faisait avant, mais en plus s'assurer que les personnes qu'on ne voit pas, tout se passe bien, et donc des fois aller chercher l'information. Et donc voilà,
switcher entre ces différents modes. Et donc, voilà, le nombre de tâches, le multitasking, si je prends des mots anglophones. Et puis, voilà, l'isolement. J'ai vu une étude de l'IFOP, alors c'est en 2019, c'est même avant, donc il faudrait que je retrouve une étude un peu plus actuelle, mais 36% des télétravailleurs ont un sentiment d'isolement contre 19% qui travaillent 100% en présentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que ça affecte aussi pour certains la crainte d'être licencié. Parce que du coup, peut-être qu'on a moins d'interactions, moins de retours, et se passe voilà, à distance, et donc du coup, peut-être un peu plus peur justement que son travail se termine. Toi, Elodie, comment est-ce que tu as eu une évolution justement de ta charge mentale entre quand tu as managé des équipes totalement en présentiel et maintenant comment tu gères ça? Et par rapport à ton équipe, comment aussi tu peux accompagner peut-être la gestion des émotions, la gestion du stress, de l'hyperconnexion de tes équipes? Il y a plusieurs choses. Alors, la charge mentale, je ne sais pas si elle a augmenté, mais en tout cas, elle a changé. Ce n'est pas sur les mêmes choses. Je pense qu'il y a plus d'inquiétude de savoir si ça va et si ça va réellement, parce que c'est quand même pas pareil, même si on se voit, même si on se connaît, la distance quand même, même le langage non verbal, c'est pas le même. Donc, je pense que ça crée cette inquiétude-là. C'est ce que tu disais aussi très justement, ça fait des journées à rallonge dans lesquelles la pause n'existe plus trop. Parce que comme on cale avec un agenda partagé, ben, on fait 10h, 11h, 11h midi, ce qui est très simple et ce qui est très beau dans un agenda, mais qui fait que naturellement, on a moins de respiration ou plus de respiration. Je rigolais en disant que j'étais partie 15 jours là à l'étranger, je suis revenue et mon emploi du temps, il me laissait même pas 5 minutes pour manger. Mais parce que naturellement, comme c'est un outil numérique, on le remplit parce que c'est des créneaux. Et je pense qu'il y a aussi une prise de conscience à avoir de comment on arrive à organiser et à garder et à s'imposer peut-être une règle de se dire entre deux réunions, bah, il y a un temps de pause en fait, mais qui est réel, qui est aussi lié je pense, à l'intrusion digitale et numérique. Je ne dis pas que j'ai perdu un dixième de mes yeux depuis que ça fait 2 ans que je fais des 18 heures de vidéo par jour, mais je pense que quand même, en tout cas, ça a un impact physique. Et je pense que sur la question il y a la question de la déconnexion, où là, on a mis en place sur l'ensemble des applications qu'on utilise des notifications qui sont coupées passé une certaine heure et autres, qui sont aussi à l'usage de chacun. Hein. Chacun l'utilise ou non, ou le règle de manière différenciée, ce qui permet, et dans l'équilibre vie perso, vie pro, à chacun de trouver la flexibilité qui lui va bien. Et puis après, c'est de regarder comment on développe aussi des outils de feedback. Aujourd'hui, on a fait un questionnaire, un baromètre sur la question du télétravail, des outils, du rythme et de la charge mentale aussi des collaborateurs pour que chacun puisse s'exprimer un peu sur les difficultés, sur ce qu'il ressent, sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est inquiétant. Donc, ça nous donne, nous aussi, des clés de lecture sur ça et qui est fait aussi à un moment de l'année qui nous permet des ajustements et aussi d'ouvrir le débat et d'ouvrir le dialogue. Et on l'a eu aussi avec les équipes sur ça, sur la particularité qu'on a et jusqu'où elle peut aller et quelles limites on y met. Et puis après, sur la gestion des émotions, le plus dur, c'est, et on l'a tous déjà vu dans notre vie perso, quand on reçoit un texto, on peut lire le même texte avec 10 intonations différentes, et ça ne veut pas dire la même chose pour chacun. Et dans l'équipe, on a des gens ultra compétents sur plein de choses, et on a fait une formation commune sur la communication non violente, qui est un exercice assez intéressant individuellement et collectivement pour mieux comprendre ce que ça implique chez chacun, pour mieux comprendre tout le principe de la CNV et qui nous a aussi beaucoup aidé parce qu'on s'est acculturé collectivement à ces principes. Et là, sur le prochain séminaire coopération, on a un temps sur la gestion des émotions et à mieux poser des mots sur ces émotions. Et c'est assez intéressant de le faire en collectif. On a des gens qui sont très avancés sur ces méthodes-là au sein de l'équipe, d'autres beaucoup moins, comme moi par exemple. Et je trouve ça hyper intéressant d'être aussi dans une posture d'apprenant tous ensemble, et où on a un objet qui n'est pas un objet de formation de travail, mais qui est vraiment un objet et de savoir-être, mais aussi un objet très individuel, qui est vraiment plus dans du développement personnel. Et je trouve intéressant en tout cas de se dire c'est un espace collectif et on a tous à travailler dessus. Et là, il n'y a plus d'histoire de hiérarchie, il n'y a plus d'histoire de fonctionnement. C'est vraiment, je pense, quelque chose qui permet et à la fois de libérer de la charge mentale, parce que souvent la question du conflit professionnel, elle amène aussi beaucoup de charge mentale. La question de la tension professionnelle aussi.
Quand ça ne se passe pas bien, tout est beaucoup plus compliqué. Et je pense que une des clés de ce travail-là collectif qu'on fait, c'est surtout pour continuer à garder la qualité, je pense, de communication qu'on a, de pouvoir parler de tout et surtout de ce qui ne va pas. Je pense qu'on essaye de se le dire. C'est pas simple à faire, hein. C'est très facile à le dire là. C'est beaucoup plus dur quand c'est au réel, mais je reste convaincue que dans une organisation comme nous, on essaye de la mettre en œuvre. On se le dit souvent après des moments qui sont pas faciles, de se dire, au final, c'était chouette d'être capable de se dire ce qui ne fonctionne pas et ce qui nous a blessés ou ce qui a mal été interprété, parce que ça nous permet d'avancer et d'aller beaucoup plus loin. Après, sur des histoires très de process, de contenu, de système, mais ça passe toujours quand même par une relation interpersonnelle ou à plusieurs qui est plus de l'ordre de l'émotion et du ressenti souvent, et qui a un impact très fort sur l'organisation. Merci Elodie. Je vois l'heure qui tourne à grande vitesse. Ce que je te propose maintenant, c'est de prendre quelques questions des participants. D'ailleurs, je m'adresse à vous. N'hésitez pas à poser encore vos questions si vous le souhaitez. On va se prendre 15-20 minutes pour pouvoir y répondre. Il y a eu plusieurs questions qui sont apparues dans l'espace discussion. Une première, en quelques mots, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le fonctionnement des entreprises qui sont opales, dites opales? Oui, en gros, pour synthétiser, le modèle Opal, il est basé sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la question de l'autogouvernance. Donc, ça permet qu'il y ait un système qui soit pas forcément hiérarchique, mais plutôt de co-responsabilité, où on a plutôt des modes de décision avec des leaders de projet. Ce qui m'enlève à moi beaucoup de charge mentale, puisque je ne décide pas de tout, mais on a bien des leaders, par exemple les créateurs d'engagement chez nous, choisissent, ils sont leaders de la manière dont ils fonctionnent. Dans le modèle Opal, pour que ce système-là puisse être mis en œuvre, il y a un principe qui est celui de la sollicitation d'avis. C'est-à-dire que pour prendre une décision, il y a tout un schéma, en tout cas, qui est respecté, qui est celui de la sollicitation d'avis, qui fait qu'on doit forcément questionner les personnes pour qui la décision, qui sont directement impactées par la décision qu'on va prendre, et à côté, une fonction un peu plus expert par rapport à la thématique ou au choix qu'on doit faire pour permettre d'avoir une vision à 360 de la prise de décision, mais elle est en tout cas partagée et plutôt sur un système d'autogouvernance. Le second pilier du modèle Opal, c'est la question de l'authenticité. Donc, ça veut dire que l'authenticité, ça signifie qu'on sort un peu du système d'ego, qu'on vient aussi pour exprimer l'ensemble de son potentiel. Enfin, c'est une donnée de départ qui permet de se dire qu'on vient en tant qu'individu, en tant que tel dans l'organisation. Et puis le dernier pilier, qui a un nom un peu bizarre, mais qui s'appelle la raison d'être évolutive, et qui dit qu'en fait, l'organisation, c'est un organisme à elle-même, un organisme vivant, et qu'elle est en perpétuelle évolution, et qu'il faut être à son écoute, et qu'il faut que jamais on oublie dans la structure de l'organisation de prendre la casquette de l'organisation. Donc, on a souvent des réunions parfois où on dit, hop, là, je parle pas, je mets ma casquette organisation. Et là, on est en train de prendre une décision qui est plus, pas émotionnelle, mais en tout cas qui nous arrange, mais qui n'est pas bonne pour l'organisation. Donc, c'est un peu ces 3 piliers-là. Enfin, en tout cas, nous, on les exprime un peu comme ça. On les a un peu remixés. Mais je vous invite à lire le livre qui s'appelle, avec mon anglais parfait, Reinventing Organization, qui a été écrit par Monsieur Lalou. Je pense que tu as toutes les références là-dessus, où il y a 2 versions. Une version du livre très détaillée qui montre aussi des expériences réussies de ce modèle-là, notamment à l'étranger, avec des systèmes autogérés. Et puis une version dessinée qui est aussi très sympa et très synthétique, qui est la version que j'ai plus lue, et ma collègue Elsa, qui est spécialiste des modèles Opal, la version bien plus épaisse, et on a fait un petit complément. Mais je pense que c'est en tout cas, nous, un modèle qui nous correspondait, à la fois parce qu'on avait envie de, chacun dans nos domaines de compétences, d'en avoir l'autonomie et la responsabilité, et aussi par nos expériences d'avant, pas envie de tout porter, et que ce soit pas une personne dans l'organisation qui porte l'ensemble de la charge mentale des décisions. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a choisi, en tout cas, de réfléchir et de s'inspirer de ce modèle-là pour essayer de construire une organisation un peu nouvelle. Merci Elodie. Et justement, tout à l'heure, quand on parlait
de comment transmettre la culture en interne et que je parlais que ça peut passer par la structuration, ben voilà, un modèle d'organisation qui peut transmettre, aider à transmettre la culture dont tu nous as parlé au début, de transparente, collaboratif, prise de décision partagée. On a une deuxième question sur le temps de travail au bureau et à la maison. Comment se répartissent ces temps-là? Est-ce que c'est décidé? Est-ce que c'est fixe de dire, par exemple, il y a un jour fixe au bureau et les autres à la maison? Et voilà, qui décide de ça? Aujourd'hui, ce n'est pas uniformisé du tout. Il y a plutôt des usages. Je prends un exemple très concret. L'équipe en PACA, ils vont quasiment tous les jours au coworking sur un temps plein parce que ça, ils ont besoin de se voir et que c'est plus simple et que c'est leur mode de fonctionnement. On a notre collègue qui est à Paris, qui est la seule qui est à Paris et qui travaille exclusivement en télétravail parce que c'est son choix et qu'aujourd'hui, le coworking, alors, ne ressent pas forcément le besoin, mais peut-être que demain, oui. Et l'équipe Occitanie, c'est le mot-mot. C'est 50%, ils vont au coworking, enfin, dans les villages et un autre temps ailleurs. Tout ça pour dire qu'on n'a pas instauré de règles parce qu'on a et des métiers et des rythmes de métiers qui sont différents. La seule chose qu'on impose, c'est les temps de la copée où on se voit pendant 4 jours toutes les 6 semaines parce qu'elles sont nécessaires à cadrer l'organisation. Et puis là, pour ceux qui ont des espaces de coworking, on est quand même sur 1 ou 2 jours par semaine quand même d'usage de base. Donc là, le minima, c'est 2 jours en coworking, mais ce n'est pas un cadre qui a été validé et qui est obligatoire. Ça nous permet d'être aussi flexibles parce qu'on a des rendez-vous dans les villages qui sont très en fonction des disponibilités aussi. Donc, on a des semaines où on va être beaucoup plus en télétravail sur des petites périodes parce qu'on est en déplacement et d'autres sur lesquelles on est plus sur du temps bureau. Super. Donc et qui décide de qui fait quoi, on le décide collectivement. À la fois parce qu'on a nécessité à avoir des temps ensemble. Par exemple, le lundi matin, on sait tous qu'on est en brief, donc on a des demi-journées où on s'organise. Par exemple, les équipes, on est tous en Occitanie, lundi sur 2, on le fait en présentiel, on se met en visio avec les autres, mais nous, on est tous ensemble. Donc, il y a des usages qui commencent à se créer et qui commencent à faire règle ou cadre. Super. 2 autres questions. Est-ce que tu peux décrire plus concrètement les changements de comportement que tu as pu observer suite à la période Covid et ce qui peut-être vous a amené à réfléchir à une règle ou en tout cas pour réussir à vous revoir? Je pense que ça a été pour tout le monde un sentiment de démotivation très fort. Il y a eu une période qui a été très dure et pourtant on est une équipe qui s'adore, je pense qui aimons notre métier et autres tous, mais il y a eu vraiment une lassitude et une démotivation avec la difficulté à s'y remettre. Parce que je pense que le fait de ne plus sortir, on voit moins le sens. Nous, on a un métier à impact social fort et on a besoin à un moment donné, si on ne se voit pas nous, de voir ce pourquoi on travaille et d'être sur le terrain. Et quand on n'a eu plus du tout les deux, ça a créé vraiment de la démotivation, c'est-à-dire moins d'attention sur des visios dont on avait l'habitude de faire. Quand je dis moins d'attention, c'est micro fermé et on est en retrait et on laisse passer le temps. On l'a tous eu et ça a été unanime. La difficulté à revenir vraiment à l'espace de coworking, même s'il est pour tous à côté de chez nous. Enfin, je pense que sur tous les collaborateurs, on est tous à moins de 10 minutes de nos espaces de coworking, quasiment 15 minutes. Et même si on en avait la possibilité de ne pas avoir envie, alors qu'on avait envie de sortir, je pense que ça a été assez unanime là-dessus. Et de comment aujourd'hui on arrive à réinverser, je pense qu'on est en train de se dire que la vie reprend vraiment aussi dans l'activité, le volume de l'activité, et qu'on a nécessité à se poser aussi, et que c'est aussi un espace de transition, l'espace de coworking. C'est aussi l'espace, je ne vais pas dire bureautique, mais en tout cas dans notre inconscient à nous, il a 2 fonctions, je pense, partagées, qui est celle de on peut s'y retrouver pour se voir, et la deuxième qui est celle de faire les parties plus bureau réelles dont on a besoin et qui sont des fois plus difficiles à organiser quand on est en télétravail. Donc vraiment, ouais, la démotivation mais visible, hein, et surtout, on se l'est dit,
on l'a vu, mais c'est aussi l'assiduité sur des temps où on se dit ah tiens, il faut qu'on fasse ça, et puis on le fait jamais. On a senti qu'il y a eu un moment qui était plus compliqué à, à s'auto-organiser, alors qu'avant c'était assez naturel. Merci pour ta réponse. Une dernière question. Tout à l'heure, on parlait effectivement de l'engagement. Donc, il y a beaucoup d'engagement individuel et émotionnel. Comment arriver à sortir du système dans sa vie perso? Donc là, peut-être le lien avec vie perso, vie pro, effectivement, qui peut être un autre défi de télétravail, du travail en présentiel et à distance. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est très individuelle. Alors, je ne suis pas forcément la bonne cliente pour dire ça, parce que moi, j'ai choisi un métier qui me permet d'être et ma passion, et ma vie perso, et ma vie pro. Et je suis tellement heureuse d'avoir créé cette structure que pour moi, c'est pas compliqué. C'est compliqué pour mon entourage, si ça ne l'est pas pour moi. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui, à mon avis, des règles à avoir, surtout quand on télétravaille. Enfin, c'est moins difficile pour moi à gérer cet espace-là et dans l'engagement individuel, émotionnel, quand j'ai passé une journée à l'extérieur et que je rentre et que je ne réallume pas mon PC, à une journée où au final, j'ai travaillé et j'ai été là, mais sans être là, et dans lequel, parce que mon attention n'était pas à 100% tout le temps, je me dis, ah tiens, là, je ne l'ai pas fait et je réouvre. Et je pense qu'il y a aussi en fonction de l'hybridité réelle de l'activité entre coworking, télétravail, visio, je pense qu'il y a aussi des choses individuelles à s'imposer, chacun. Et là, après, c'est aussi propre à chacun. J'ai des collaborateurs qui n'ont pas ce problème-là, hein, du tout, pour lequel c'est très clair. Et ils ont, même dans leur hybridité de travail, des horaires de bureau très classiques. 9h midi, 13h30, 17h30, 18h. Et ils s'organisent et ils vont au coworking et ils repartent et c'est super. Et d'autres pour lesquels c'est plutôt complètement autrement décalé. Et cette flexibilité-là, chez eux, elle leur permet de mieux travailler. J'ai pas vraiment de réponse à ça. Je pense que si j'en avais une, je serais tellement heureuse de la partager et de la partager à Anne Soyer sur cette question-là. Mais globalement, je pense que c'est un des défis aujourd'hui, par la question de l'hyperconnexion, on en parlait tout à l'heure, le côté très intrusif de l'ensemble des applications qu'on a qui nous font à la fois gagner un temps si précieux. Alors moi, je sais que parfois, Slack, je sais plus de choses en étant en Slack que si j'étais dans le même bureau que la personne. Et ça, c'est pour un manager, c'est extraordinaire. Et à l'inverse, euh, répondre à un mail ou à une sollicitation à 21h30, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, je pense qu'il y a certainement encore des choses à inventer qui n'existent pas sur cette capacité à mieux organiser ces espaces-là. Et puis après, je pense que c'est aussi tout à chacun d'en trouver le contour et le bon contour. Je ne sais pas si on a le même contour tout le temps aussi. Je pense qu'il y a des périodes dans lesquelles… Oui, tout à fait. Dans ce que tu dis, c'est en fait, finalement, je pense qu'on connaît tous plus ou moins les bonnes pratiques et voilà, qu'on a pu nous partager. Et c'est aussi une responsabilité individuelle à développer ça. Et comme tu le dis, ça peut dépendre de tout à chacun et c'est évolutif. Il y a des semaines peut-être où c'est plus compliqué que d'autres. Une bonne pratique que nous, on essaye de transmettre, c'est de se dire chaque jour, se fixer 2 ou 3 objectifs principaux et de se dire je ferme mon PC quand ces objectifs-là sont faits parce que la to-do list, il y a toujours des choses à faire. Et donc se dire, bah voilà, si ces 2 choses sont réalisées dans la journée, je peux considérer que le principal est fait et du coup, je ne commence pas à commencer d'autres choses. Mais bon, voilà, c'est encore une fois des bonnes pratiques. Après, c'est à chacun, je pense, de s'auto-gérer. Est-ce que, pour un dernier mot, pour clôturer cet échange, tu aurais quelque chose à partager, une question à poser, une ressource inspirante pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent? Alors, dans les ressources, je vous invite vraiment à lire le livre de Lalou qui est juste dingue. Moi, ça a été un peu une révélation de me dire, ah oui, mais il existe vraiment des modèles qui ont été testés à grande échelle. Nous, on a une structure de 12, j'ai envie de dire, c'est à la fois très compliqué et ça a d'autres problématiques qu'une structure de 300, mais ça s'est fait aussi dans des structures de 300. Et je trouve que c'est très intéressant et inspirant. Et dans tous les cas, on en fera un autre modèle parce qu'on se les réapproprie et c'est tout l'intérêt. Il y a un deuxième livre que j'avais lu qui s'appelle Happy RH,
est un livre assez intéressant et qui, pour le coup, moi, m'a aussi aidé à des périodes de l'évolution de mon parcours de manager et de leader sur d'autres manières de faire, sur l'importance du recrutement, l'importance de l'intégration, qui étaient déjà des chantiers en tout cas dont j'avais conscience, mais pas à ce point. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des clés de succès. Et puis la question potentiellement que je pourrais vous poser, et vous, comment ça se passe dans vos organisations? Et si ce n'est pas le cas, quel serait le frein principal aujourd'hui à ne pas tester un modèle hybride? Parce que ça offre quand même une certaine liberté sur laquelle, pour moi, j'aurais beaucoup de mal à revenir aujourd'hui. Merci Elodie. On vous enverra un compte rendu, enfin voilà, on vous enverra le replay de la vidéo si vous voulez revoir certains passages et puis on essaiera de mettre toutes les ressources qui ont été partagées là en lien pour que vous puissiez aller les visionner. Ce que je veux dire en conclusion, c'est qu'on l'a vu à travers ces échanges, encore une fois, on pourrait en parler des heures et puis on a vu voilà, comment toi tu mets en place ce que tu fais chez ce qui marche chez Insight, mais encore une fois, il y a plein de choses à inventer selon les organisations, selon la culture, selon les valeurs, selon les défis rencontrés. Mais on voit que quand même la transformation de ces pratiques de travail font remonter de nombreux défis qui amènent à plusieurs choses. Je pense la première chose, c'est vraiment déjà de prendre conscience et accepter qu'il y a des pratiques qui sont en train de changer et commencer à réfléchir sur un plan de transformation de ces pratiques. Donc déjà, je pense que le premier point, ça pourrait être déjà de prendre conscience et d'accepter qu'il y a des transformations. Puis deuxième point, c'est, on l'a vu, d'encadrer l'utilisation de ces outils digitaux pour limiter l'hyperconnexion. Et puis comme tu l'as dit aussi, que ce soit respectueux des limites de chacun et de comment ça peut être perçu par chacun. Et puis troisième point qui fait le lien avec ce qu'on peut faire pour aller plus loin, c'est former aussi finalement des managers à ce management hybride qui est quand même un tout petit peu différent du management 100% en présentiel et qui demande d'autres postures, peut-être d'autres compétences, en tout cas d'autres outils, d'autres process, on l'a vu sur plein de choses. Et pour aller plus loin, justement, on propose plusieurs choses qui peuvent vous intéresser. La première chose, c'est qu'on a une réunion d'information sur nos formations le 12 novembre à 13h. On vous enverra le lien. Donc, si vous voulez découvrir quelles sont les formations qu'on propose au sein d'Active Action, et notamment la formation à la posture du manager facilitateur qui peut être l'occasion de développer ses compétences de manager hybride. Et pour aller plus loin par rapport à cette thématique et aller plus dans le détail et vous donner aussi la parole, on vous propose un atelier de co-apprentissage le 10 novembre autour du management hybride et d'expérimenter l'outil du cadre de management pour justement que vous puissiez aussi partager vos problématiques dans vos structures et qu'on puisse y réfléchir ensemble. Donc, un atelier beaucoup plus collaboratif que ce soir. Je vous remercie à tous. Il est 18h47, on parlait d'hyperconnexion. Je pense que ça peut être le moment d'aller boire un coup, d'aller manger, d'aller retrouver ses amis, sa famille ou tout simplement d'aller dormir ou de regarder un bon film. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Comme dit, on vous enverra le replay, on vous enverra les ressources. Je te remercie, Elodie, d'avoir répondu présente à cette invitation. Et j'espère qu'on vous retrouve tous très bientôt pour de nouvelles thématiques. Bonne soirée tout le monde.